Dans un instant, vous avez rendez-vous avec une nouvelle rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche, jeudi 28 avril 2022. Étienne Robial, éditeur de bande dessinée, directeur de Futuropolis au début des années 90, graphiste des revues Métal Hurlant et À Suivre notamment, et auteur du concept d'habillage télévisuel, présentait l'ouvrage Alphabet, traces et logotypes, paru aux éditions Magnani, qui rassemble 50 années de travail au croisement des disciplines que sont l'édition, le graphisme, la production, la direction artistique et l'enseignement. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être venus à cette rencontre organisée par la librairie Ombre Blanche et par Mathilde Liobé notamment. Je vais avoir le plaisir de passer cette heure et demie qui nous attend en compagnie d'un homme de caractère, si je puis dire, monsieur Étienne Robial. Bonjour Étienne. Bonjour. Avant de lui céder évidemment très largement la parole, je voudrais dire quelques mots de présentation. Alors quelques mots certes, mais lesquels? C'est là que la tâche se complique un petit peu lorsqu'on veut présenter le travail, sinon la personnalité de notre invité du jour, puisque en presque 60 ans de carrière, il y a eu beaucoup de choses de faites. Vraiment beaucoup. D'ailleurs, les différents journalistes, intervieweurs qui m'ont précédé dans cette tâche de devoir mener un entretien avec Étienne Robial ont toujours un petit peu de peine à faire synthétique. Je me suis amusé d'ailleurs à chronométrer le temps que mettait Antoine Guillot dans la série d'entretiens à voix nue sur France Culture pour juste introduire Étienne Robial. Il met plus de 3 minutes à juste énumérer au pas de course la série, l'éclectisme du travail d'Étienne. Quelques mots quand même, on peut en trouver certaines entrées, quelques mots-clés. On pourrait dire par exemple graphiste, typographe, maquettiste, directeur artistique, concepteur de la notion d'habillage télévisuel et éditeur, bien sûr. J'allais oublier le plus important, et c'est celui par lequel j'ai découvert votre travail, Étienne. Et enseignant. Et enseignant. Et enseignant pour pas faire le tableau. Mais dans toutes ces activités, il y a vraiment ce fil rouge que vous avez toujours travaillé autour des trois composants, des trois piliers de votre travail que sont la lettre, l'alphabet, la forme et la couleur. Et c'est en jouant des harmonies de ces trois composantes que vous avez créé une multitude d'identités visuelles, de logos, de chartes, pour tout un tas de supports, de médias sur lesquels nous allons revenir beaucoup plus longuement. Il a bien bossé, hein, c'est parfait. Je me suis appliqué. Pour préparer cette rencontre... autour de celui que son éditeur Julien Magnani appelle un homme-livre. Je me suis appuyé justement sur le livre qui est paru en 2021 aux éditions Julien Magnani et qui donc compile une grande majorité de travaux. On verra s'ils sont... On sait déjà que ce n'est pas exhaustif, qu'il en manque, mais c'est déjà un livre conséquent. Il y a beaucoup quand même. De 400 pages, ouais. Extraordinairement maniable d'ailleurs et très très complet. Donc attention, je gâche un petit peu le plaisir, mais je ne dirai pas tout du travail d'Étienne Robial dans cette rencontre, mais si vous voulez tout savoir, vous pouvez sans tarder vous procurer le très beau livre qui est paru aux éditions Julien Magnani. C'est un peu un pléonasme d'ailleurs de dire très beau livre et Julien Magnani dans la même phrase. Oui, il pèse 1,3 kg. 1,3 kg. Mais il est remarquablement maniable, il tient parfaitement dans un sac à dos et il est très léger. Alors ça, on se penchera peut-être sur les secrets de fabrication du livre, mais en tout cas, c'est vraiment un livre qui est très agréable à lire et sur lequel je n'ai pas manqué un seul mot du livre. C'est absolument passionnant. Et apparaître en juin également un livre qui va reprendre les entretiens justement entre Antoine Guillot et Étienne Robial, qui paraîtra aux éditions B42, qui est en finalisation en ce moment même chez l'éditeur. En commençant la lecture de ce livre, je savais que Étienne Robial avait fait beaucoup de choses importantes. Progressivement, je me suis aperçu qu'il en avait fait vraiment beaucoup de choses importantes. Et quand j'ai eu terminé, je me suis dit, mais que n'a-t-il pas fait, finalement, d'important? À tel point que vraiment, j'allais de surprise en surprise en me disant, mais vraiment, Étienne Robial est partout et je ne le savais pas. Justement, pour circuler à travers cette heure, alors, il fallait bien trouver une porte d'entrée. Quelque chose qui m'a paru comme être une spécificité à la fois de votre travail et de votre personnalité, c'est ce qu'Antoine Guillot, dans ses entretiens, appelle le grand écart permanent qui vous permet d'unir des réalités, que ce soit professionnelles, esthétiques, qui semblent parfois très antagonistes. Et finalement, vous réussissez à en faire la synthèse. Et donc je me suis dit que plutôt que de faire un parcours thématique ou chronologique, cette espèce d'exploration des différentes tensions qui structurent votre travail depuis plus d'une 60aine d'années, ça pouvait être intéressant parce que justement, ce qui m'apparaissait comme des paradoxes, à mon avis, n'en ont que l'apparence.
Donc on va essayer d'explorer cet art du grand écart qui caractérise votre travail. Je terminerai cette petite introduction en m'excusant par avance auprès de vous, Étienne, puisque je vais certainement commettre beaucoup de fautes de lexique, étant moi-même tout à fait profane en matière de typographie et de design graphique, mais j'aurai grand plaisir à être corrigé dans mes erreurs. Je n'y manquerai pas. Je compte sur vous. Et bien sûr, on consacrera une large partie de cette rencontre aux questions que vous pourrez avoir envie de poser à Étienne Robial à la fin de notre discussion. Donc sans plus tarder, je voudrais ouvrir cette discussion et vous donner enfin la parole par ce qui justement ouvre votre livre. C'est cette citation de Gilbert Simon Berger que vous mettez en exergue de votre livre et que j'ai trouvé pour le moins interpellante. C'est cette phrase qu'on peut lire donc au début du livre. « La France est un pays graphiquement sinistré ». Évidemment, Gilbert Simon Berger est le fruit de mon imagination. Il était d'ailleurs préfacié dans pas mal de bouquins de Futuropolis. Chaque fois qu'on avait des messages à passer, c'était notre ami Gilbert qui s'y collait. Voilà. Là, c'est tout simple. La France est un pays graphiquement sinistré. Il suffit de regarder autour de nous pour aller très vite de la SNCF à la Poste et à nos différentes banques pour s'apercevoir que le graphisme n'est pas la chose préférée du français, contrairement à nos voisins suisses, allemands et néerlandais, qui sont de culture plus luthérienne, qui ont le culte de l'écrit. Alors, je ne vais pas vous la faire, la Bible, etc. Mais c'est vrai qu'il y a une culture de l'écrit qu'on n'a pas en France. J'ai observé quand j'ai fait fini mes études en Suisse, où le français, quand il aborde tous ces problèmes de graphisme, il est anecdotique, rigolo. C'est notre côté un peu méditerranéen. Il faut qu'on cause beaucoup et on manque un petit peu d'efficacité. J'ai fait une école en Suisse à Vevey, l'école des arts et métiers, après 6 années de beaux-arts et tout ça. Les cours commençaient à 7 heures le matin, alors qu'aux beaux-arts, on passait voir s'il y avait du monde vers 17 heures pour voir comment on allait organiser la soirée. Et Suisse à 7 heures, et pour être français dans toute ma splendeur, c'était un cours destiné à des étrangers où il y avait des Japonais, des Allemands, il n'y a aucun Suisse, des Italiens, des Anglais, et j'étais le français, et pour me faire remarquer, il fallait qu'on vienne avec une blouse, avec une petite martingale blanche derrière, et comme je chine beaucoup, je fréquente beaucoup les brocantes, les marchés aux puces, me suis trouvé bien évidemment une blouse de chirurgien qui se noue sur le dos avec une grande croix rouge sur le ventre énorme, très belle blouse. Et à 7h10, le directeur m'a dit « C'est vous le français ?» Oh, j'ai dit « Oui, vous avez vu Il m'a dit « Vous allez aller à la Migros, acheter une blouse, un peu réglementaire. Ici, on ne veut pas de l'esprit français comme ça. » Donc voilà, c'était mon introduction avec les rigueurs suisses. Et ce qui m'a animé toujours, c'est surtout la curiosité. Et ce qui est très paradoxal dans mon travail, c'est que j'ai fait pas mal de choses dans la bande dessinée, et plutôt des bonnes choses. C'est moi qui ai établi le statut d'auteur. Le statut d'auteur, c'est-à-dire qu'avant nos premiers essais à Futuropolis, il n'y avait pas d'auteur, c'était des dessinateurs ou des scénaristes qui étaient payés convenablement, mais qui touchaient pas de droit sur leur bouquin. Donc c'est un truc que j'ai fait valoir, de dire c'est des auteurs à part entière. Aussi bien le dessinateur que le scénariste, ce sont des auteurs, des couples d'auteurs qui travaillent ensemble, ou parfois tout seuls, et qui peuvent revendiquer leur récit. Donc ça, c'était une chose importante qu'on a pu instaurer, ce statut d'auteur. J'ai été libraire aussi, la librairie Futuropolis. Il y avait un gros Tintin barré sur la vitrine avec marqué « Not made in Belgia » pour bien montrer notre parti pris de faire la bande dessinée de gens qui avaient des choses à raconter. Et la première grosse expérience de film d'auteur adulte ou mature, je ne sais pas comment on peut l'appeler, c'était l'histoire du soldat inconnu avec Tardy, que j'imprime en Allemagne. Et je me fais bloquer à la douane, surtout taxé à 33% pour revue pornographique. Il y avait un petit détail quand même qui nous avait échappé. Il y avait une petite fellation, page 14,
qui n'était pas du goût des douaniers et surtout des taxes. Et c'était ma première grosse introduction dans la bande dessinée. J'étais éditeur de porno. Voilà. Mais grâce à ce bouquin qui a évidemment bien marché, même avec une TVA à 33%, ça a marqué l'entrée d'auteurs à part entière. C'est-à-dire sur cette collection, il y avait le nom de l'auteur en gros sur la couverture et le nom de l'histoire était à l'intérieur. Et c'était une volonté de montrer que c'est d'abord l'auteur et on était contre la bande dessinée évidemment franco-belge et qu'on appelait infantile, hein, même pas enfantine, mais infantile, tout simplement parce qu'elle était réglée par la loi 49 de 1949, qui était la loi sur la protection des publications de la jeunesse, où il fallait que les caractères soient d'une certaine grandeur, il fallait que le vocabulaire soit choisi. Alors effectivement, il y avait quelques calipettes qui étaient déconseillées pour les jeunes enfants et ainsi de suite. Donc c'est nos débuts dans la bande dessinée. Et c'était avec une dessinatrice, qui était la mère de mon fils, qui s'appelle Florence Estac. Et on a fait ça pendant une vingtaine d'années. Ce qui est important aussi, c'est que je ne suis pas lecteur de bande dessinée. Oui, ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire que... Et ça, c'est un paradoxe, c'est que je ne suis pas lecteur de bande dessinée. Et si j'ai une petite demi-heure devant moi, j'ai d'autres trucs à lire ou à aller feuilleter plutôt que de lire la bande dessinée. Et à la maison, j'ai 5 ou 6 bouquins de bande dessinée, dont je n'ai jamais dit lesquels, puisque j'ai quand même édité 287 auteurs de bande dessinée, donc ils me demandent toujours « est-ce que tu as mon bouquin ?» et tout ça. Et dans la télévision, pareil, je n'ai pas la télévision. Et j'ai fait le logo, on a l'occasion d'en reparler, du PSG, alors que j'avais jamais vu un match de foot. Et je suis devenu un spécialiste. J'ai refait le logo du stade de Wembley à Londres. J'ai refait le maillot de la Juventus avec les rayures noires et blanches. Alors que je suis pas spécialement amateur de football, mais c'est cette curiosité sur tous les supports, alors que ce soit de la presse, que ce soit du livre, que ce soit tous les supports que j'ai pu explorer. Oui, la télévision, les institutions. Voilà. Ça, c'est vraiment l'un de ces grands écarts que vous arrivez à réaliser. C'est-à-dire que vous avez à la fois révolutionné la bande dessinée sans en lire, vous êtes arrivé aux Enfants du Rock alors que vous écoutiez plutôt du jazz, à Canal+, alors que vous n'aviez pas la télé. J'ai mis en page les Inrecuptibles. Voilà. Et à chaque fois, on peut dire pour le moins que ça a très bien fonctionné. Donc du coup, est-ce que vous avez le sentiment, vous, quand vous approchiez ces différents supports, que c'est vous qui pliez votre façon de faire, votre façon de travailler aux exigences du support, ou l'inverse? Est-ce que c'était votre vision que vous arriviez à imposer aux différents supports sur lesquels vous travaillez? Ma vision, c'est le job. C'est mon job, hein, c'est de faire valoir, de mettre en valeur, de mettre en page, de mieux vendre. Hein. Donc dans ma corpo, c'est un gros mot, ça, de vendre. L'idée, c'est de mieux vendre, d'être mieux vu. Alors, il y a des règles physiologiques, il y a des règles chromatiques, il y a des règles de forme. Donc ça, c'est mes fondamentaux. Et à chaque fois, ce qui m'interpelle ou ce qui m'amuse, et surtout dans des domaines que je ne connais pas, c'est de trouver les ficelles, parce que ce sont que des ficelles, pour faire en sorte que la chose soit mieux vue, mieux perçue. Hein. Tout ça, c'est des histoires de perception. C'est ça qui m'amuse. Pour vendre ce truc-là, si on le vend sur un fond blanc, on va en vendre plus que sur un fond noir, quelle que soit la chose, tout simplement parce que le niveau de contraste est plus élevé. Donc plus le niveau de contraste est élevé, plus ça jatouille dans le fond de l'œil, et plus ça jatouille dans le fond de l'œil, mieux on le voit. À l'inverse, ça m'arrive aussi de m'occuper d'un truc qui est une grosse merde, et son producteur me dit on en vend quand même vachement beaucoup. Donc je sais où le mettre pour qu'il soit vu, il sera vendu de toute façon, mais il n'abîmera pas ce qu'on appelle la marque ou l'environnement de l'entreprise qui l'exploite. Justement, sur ces principes de fabrique de l'image et des marques, nous reviendrons assez largement dans un instant. Vous avez évoqué là, dans votre parcours deux jalons assez marquants que sont à la fois Futuropolis et Canal+. Vous avez
travaillé pendant une certaine période de temps conjointement à la fois aux éditions Futuropolis et à la fois à l'habillage télévisuel de Canal+, la notion d'habillage télévisuel que vous avez été le premier à conceptualiser. Moi, j'y vois aussi dans ce travail conjoint une autre tension possible entre à la fois une production vraiment de niche qui a fait progresser le statut d'auteur, enfin qui a permis l'avènement du statut d'auteur en bande dessinée, donc qui était vraiment sur une pratique artistique assez militante. Canal+, que spontanément, peut-être à tort, mais que spontanément j'associerais plus à la télévision, donc à un média de masse. Comment c'est possible de mener les deux de front, c'est-à-dire d'être à la fois dans quelque chose, pour le dire en bon français, de très mainstream avec l'industrie télévisuelle et de très underground avec l'édition de bande dessinée d'auteur? Alors tu as dit travailler, alors pour moi c'est pas du travail. Futuropolis, c'était, comme je disais tout à l'heure, c'était une librairie. Et la librairie, elle servait à financer, à produire des productions de livres, d'édition. Mais pour moi, c'était pas du tout un système de travail. Et à l'époque, si travail, c'est gagner sa vie, je travaillais dans la presse à faire des gabarits ou des grilles, qui est en fait mon premier vrai métier. Et là, Futuropolis, c'était plutôt une histoire de partage, de montrer des choses qui nous paraissaient étonnantes, curieuses, inhabituelles. De fil en aiguille, on en vend, on en produit, on en distribue. Et puis Futuropolis, c'était un peu comme ici, il y avait des arrière-boutiques, on buvait des coups, on faisait des expos, et il y avait toute la bande dessinée de ces années 70 qui déboulait. Mais ça allait de Drouillet à mes potes Tardy, à Fred, à des gens comme ça, jusqu'à des gens qu'on n'appréciait pas spécialement. Petite précision, le mot BD, pour moi, quand je dis BD, c'est pour parler de la merde qui n'est pas édité à Futuropolis, bien entendu. Et le mot est resté. Le mot est resté. Et tout le monde maintenant dit la BD, alors qu'au départ, c'est un mot qu'on avait formulé avec Florence. On était jeunes, malgré tout, mais enfin, c'était des trucs pour les pulapis, pour les gamins qui lisaient à quatre pattes dans les couloirs des Fnac, à quatre pattes, qui n'achetaient pas, qui feuilletaient, qui mouillaient leurs doigts, et qui lisaient des conneries pour les enfants. Donc c'est ce qu'on appelle la BD. Voilà. Pour revenir à la bande dessinée, c'était une histoire de partage, et c'est en accueillant les auteurs, c'est bien des souvenirs de Juillard. Moi j'aimais détester Juillard, il faisait des histoires de chevaux c'est un éditeur médiocre qui était à Grenoble, qui s'appelait Glénat. C'était la haine profonde. Mais le Juillard, il venait quand même parce que il se nourrissait de ce qu'on importait des États-Unis. On importait aussi bien des comics de la côte ouest que de la côte est, mais aussi bien des... Ça n'existait pas encore, ça s'appelait pas encore comme ça, mais les premiers trucs japonais, manga ou chinois, on importait Le Roi des Singes. C'est le consulat de Chine à Paris qui nous les vendait. Ils nous vendaient ça 60 centimes de francs. Et on vendait ça à 1,20 $. On faisait la culbute et on en achetait des centaines et des centaines. Et cette librairie, qui était la première librairie spécialisée au monde, attirait plein de gens. Et dans tous ces gens, c'était des gens qui étaient curieux d'images. Et c'est pour ça que ça a déboulé sur plein de choses, comme... Eddie Mitchell, il était un chanteur il chantait Daniela ou je sais plus quoi dans le Poste. Il aimait bien nos trucs et il nous aidait. Il faisait une émission après qui s'appelait La Dernière Séance. Et il parlait de nos bouquins à la télé, ça nous faisait de la pub. Il venait en chercher des fois dans Florence Estac, dans La Véritable Histoire de Futuropolis, raconte qu'il venait chercher des mètres linéaires pour mettre dans les décors de télévision. Quand il tournait des films, il disait dans le décor, mais il n'y a pas de vie là-dedans. J'ai un pote qui va vous prêter des bouquins, qui nous passait un coup de fil, il envoyait un coursier et il nous foutait du Futuropolis dans le fond du décor, et c'était très bien. Puis dans tous ces gens, il y a eu Alain Resnais, qui était un amateur d'images. Bon, du coup, j'ai fait des affiches, je les présentais à Bilal. Il a préfacé d'ailleurs un 30-40, non? Ah oui, il travaillait sur une collection qui s'appelait Copyright. Enfin, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent les bouquins de Futuropolis, mais c'était des collections sur les héros américains, avec des préfaces faites par Bob Swaim, par René, par tous les gens que ça intéressait. Vous alliez chercher les strips, c'est ça, par année, vous compiliez qu'on faisait des compilations et qu'on éditait.
C'était des bouquins à l'italienne où c'était des intégrales et qu'on faisait, qui étaient de l'édition, que c'était même pas des bouquins de réédition. C'est-à-dire quand Superman chez DC a voulu rééditer Superman, ils sont partis de l'édition française qu'on avait traduit et lettré. D'accord. Donc j'ai dit, attendez, on les a pas inventés, je les ai moi en anglais, si vous voulez, je vais vous les refiler. Et donc c'était ça, c'était un petit peu de débroussailler, de faire des découvertes, d'étonner, de surprendre, comme ça sur ce lieu. On faisait des expos, on a fait connaître un dessinateur qui s'appelait Calvo, qui était un dessinateur animalier, et qui était le mec qui a appris à dessiner à Uderzo. Donc il y a Uderzo qui poussait la porte. Ce qui est formidable dans une librairie, c'est que la librairie, c'est un endroit public. Il suffit de pousser la porte et vous êtes dans un univers, vous êtes avec des complicités. Et je pense qu'ici, c'est la même chose, c'est des lieux de vie, des lieux vivants. Même si on n'a pas besoin d'acheter pour faire ses courses, on est attiré par une librairie quand il s'y passe des choses. Et c'est là qu'on a rencontré Pierre Lescure qui m'a dit on a un projet d'émission de télé. J'ai eu Fellini, Mastroianni qui collectionnait les Topolino. Il lui manquait des numéros, donc on a commencé à combiner les choses. Chris Marker, qui est un cinéaste de toute ma jeunesse, La Jetée, tout ça, c'était un monument, et qui me dit j'aimerais bien que vous me fassiez, mais ça c'est dans la librairie, hein, il rentrait bonjour, me fassiez mon générique pour mon prochain film, qui était un montage sur les guerres, etc., qui s'appelait Le fond de l'air est rouge. Et je lui dis mais j'ai jamais fait ça. Et il me dit précisément, comme j'aime bien la façon dont vous mettez vos bouquins en forme, j'aimerais bien que vous me mettiez en forme mon documentaire. Et on a eu un César. Et donc ça c'est drôle. Après, Lescure a fait Les Enfants du Rock, donc pareil. Pour moi, c'est pas du travail. On n'est pas payé. Le début de Canal+, on n'est pas payé. Au début, ça marche pas. En plus, c'est de l'escroquerie puisqu'on multidiffuse. En 83-84, on avait 3-4 chaînes. Il y avait 3 chaînes de télé pour ceux qui s'en souviennent. L'après-midi, ça marchait pas. Hein. Il y avait une mire de bar. Ce qu'on appelle une mire de bar, c'est une mire pour que le marchand de télé de chez Darty puisse faire quand même des essais. Ça reprenait le soir, sauf FR3 qui faisait des commentaires dans les régions, les chiens écrasés dans chaque région. Ça reprenait le soir, et puis il y avait des speakerines, et puis à 11h30, il y avait la speakerine qui nous donnait le programme du lendemain et qui disait « Oups !» Il est 11h30, il faut aller se coucher parce que demain matin, il faut aller bosser. C'est ça la télé des années 80. Donc Canal+, l'idée, c'était de faire un truc ex nihilo où il fallait tout créer, il fallait tout inventer. D'où l'histoire de la multidiffusion. Et les gens disaient, c'est de l'escroquerie, en plus il faut payer. Donc on ne gagnait pas de sous. Que dalle, hein. C'est pour ça que moi je faisais en même temps de l'édition des bouquins. Puis Futuropolis, c'était ma maison d'édition avec Florence Estac, mais j'allais faire j'ai fait agrafer avec une agrafeuse à pied l'écho des savanes, hein, des imprimés. Chez un mec qui s'appelait Laroche, avec qui on a fait un illustre inconnu qui s'appelait Hugo Pratt. On a fait Balade de la mer Salée et qu'on exposait comme ça dans l'arrière-boutique et on montrait ça. Et puis pareil, il y a un mec, Casterman, qui est passé, qui a dit ouais, c'est pas mal. Puis qui a édité ça. Valpote Tardy, pareil. Les heures d'ouverture étaient très, très souples, hein. Ça finissait vers 2-3 heures du matin. Puis il y avait des coups à boire. C'était une idée à prendre pour Ombre Blanche. En vous écoutant parler, on se rend bien compte de l'importance qu'a joué le collectif. Et d'ailleurs, ce livre rend vraiment justice. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous mentionnez une aventure éditoriale, quelle qu'elle soit, un alphabet, etc., vous citez toujours les gens qui vous ont accompagné dans ce projet. Pour les années Futuropolis, on peut penser à Sestac, à Tardy, à Dionnet, que vous avez accompagné aussi pour Métal Hurlant. À suivre, Métal Hurlant, à suivre. Alors ça, on faisait les maquettes et les bouquins, parce qu'ils ne savaient pas... Moi, je savais faire des bouquins. On avait un Bandro Pro, hein, c'est une espèce de machine archaïque qui permet de faire des clichés. Et Dionnet s'y connaissait bien dans les comics américains, donc il venait nous remplir les listes en me disant ça faut acheter, ça faut acheter. Alors pas le numéro 28 parce que il est dessiné par un bras cassé. En revanche, le 29, c'est Joe Kuberts. Ça, vous pouvez en prendre 100.
Et voilà, même chose avec les comics underground, Crumb, Shelter et tout ça c'est cette époque-là. Hein. Et Dionnet, il a donc son projet de magazine, ça s'appelle Métal Hurlant. Puis il y a Drouillet qui fait des dessins grands comme ça, Moebius grand comme ça. Il n'a aucune idée de comment on fait pour faire le magazine. Ben, je dis c'est ça, mais on va les réduire. Ce qu'il faut en revanche, c'est que le format soit, la proportion soit la bonne, et puis on va tout ramener. Donc je me faisais les magazines, ainsi que les bouquins, les couvertures tous les humanos, tout ça. Donc voilà. Et oui, le bandeau, hein, la têtière de Métal Hurlant, c'est vous qui s'est fixé au numéro 5. Je voudrais revenir sur comment est-ce on parvient aussi, parce que dans tous ces coups d'essai que vous avez menés, ça a souvent été des coups de maître, donc il faut quand même s'intéresser à qu'est-ce qui faisait un petit peu la spécificité de votre travail, qui fait que ça a eu une telle postérité, une telle efficacité, et qu'il y a des logos que vous avez créés. Maintenant, il y a des dizaines d'années qui sont encore restés inchangés et qui traversent les époques sans être démodés. Vous disiez dans les entretiens que vous avez menés avec Antoine Guillot, on n'est pas là pour faire joli. Faire des jolies choses, c'est simple, le plus difficile, c'est de les vendre. Et ça fait penser à un livre que cite Pierre Lescure dans l'ouvrage qui s'intitule « La laideur se vend mal ». Ah bah ça, c'est une bible, c'est ça. Mais tu vois, c'est pas du travail, c'est de participer à des aventures et de participer avec ce que l'on sait faire. Et Florence était animée aussi par la même chose. Florence, elle n'a jamais été dessinatrice de bande dessinée. Elle dessinait des trucs pour rigoler. Et c'était même bizarre parce qu'elle n'avait aucun contrat avec aucune maison d'édition. Elle éditait partout, à Suivre, à Métal Hurlant, à Nana, enfin à l'Écho, absolument partout. Parce qu'elle faisait pas ça pour le job, elle faisait ça parce que ça l'amusait et puis que les gens trouvaient ça bien. Et puis moi, dans mon domaine, encore une fois, c'est des règles simples d'efficacité, de simplicité, et il suffit de faire fonctionner. Enfin, c'est des recettes, hein. Et c'est aussi pour ça que je suis prof, c'est que là, c'est une idée de partage, c'est de dire aux élèves, pour mettre ça à côté de ça, j'ai mis 20 ans pour m'en apercevoir. Moi, je vous en fais cadeau tout de suite. Je vais vous donner toutes les ficelles du métier. Et ça fonctionne. Alors après ça fait des petits, et puis tout le monde va toujours dans le même sens. Mais c'est un problème encore une fois, d'efficacité, de rationalité, en tenant compte de tout, c'est-à-dire rien n'est secondaire. Hein, donc, quand on prend un sujet comme celui-là, c'est ça qui m'amuse, c'est de trouver les ficelles. On parlait de foot tout à l'heure. J'ai dû regarder peut-être la finale de la Coupe du Monde, je sais pas quoi. Il y a les bons, c'est la Ligue 1, et les moins bons, c'est Ligue 2. Et Canal+, au début, n'avait que des Ligue 2. Je me souviens, il y avait Angoulême, il n'y avait que des patelins, où il y avait 2 petites tribunes avec 3 loupiottes. Il fallait venir avec un camion d'échafaudage pour faire comme les grandes chaînes, faire un grand échafaudage pour foutre une caméra en haut qui suivait les garçons en short en train de courir après le ballon. Le foot, c'était que ça, sur des pylônes. Grands pylônes qui avaient tous les grands stades, l'OM, tout ça, Nantes, Saint-Étienne, ils avaient des grandes tours. Et là, dans les clubs, il n'y avait pas. Ça coûtait vachement cher parce qu'il fallait qu'il y ait des mecs qui partent avec le smirmorque pour installer l'échafaudage. C'était des échafaudages de chantier uniquement pour aller foutre la télé. On a inventé, on a dit bon, terminé, on va se mettre au ras du sol. On va adapter des caméras, alors des petites caméras pas très chères. On avait fixé avec des pinces des caméras de surveillance dans les buts, en disant de toute façon, s'il y a un but, ça passera dans le cadre. Et la caméra était fixe, on ne pouvait pas bouger. Donc c'est que des histoires de ficelles comme ça. Et donc on est resté au ras du sol. Et puis on a créé, alors il y a aussi les chroniqueurs, il y avait Charles Bietri ou des gens qui avaient aussi le vocabulaire aussi pour mieux vendre cette chose-là, mais le football était plus proche et plus près. Du coup, les grandes chaînes, ils montaient plus dans les pylônes, ils restaient en bas et ils couraient avec leurs caméras. Et ainsi. Puis on inventait tout. Le football, ça a lieu l'hiver où il fait froid. Donc du coup, on suivait avec les caméras les joueurs qui puaient la sueur dans les douches. Et d'un seul coup, il y avait de la buée sur les caméras étaient froides. Et il y avait de la buée et on ne voyait plus rien. Catastrophe. Quelle solution Quelle solution? Et il y a une script qui dit « Ah,
J'ai une astuce. Elle lève sa jupe, elle enlève son collant et on a mis un bout de collant de bas sur l'objectif avec un élastique de la caméra et l'humidité ne rentrait pas. Et donc ça c'était drôle parce qu'une caméra est à température et donc on avait inventé grâce à la script qui avait utilisé ce truc-là sur un tournage. Et c'était que des histoires de bouts de ficelle et de choses comme ça. Et ça c'était de l'invention. Parce que le problème, c'était intéressant de suivre les joueurs dans les vestiaires. Enfin, on n'allait pas jusque dans les douches, mais dans les vestiaires pour leur demander comment ça s'était passé. Et il fallait à chaque fois inventer des trucs nouveaux. Étienne Robial, lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, jeudi 28 avril 2022, autour de son ouvrage Alphabet, traces et logotypes, édition Magnani. Audio Hub Preview. De ces questions d'innovation et d'inventivité, il est beaucoup question dans le livre, alors peut-être moins relativement aux caméras de football, mais davantage aux alphabets. Si on entre précisément un petit peu dans la matière de ce livre, là je passe un petit peu en revue les différentes pages que j'ai piochées un petit peu au hasard du livre. Je reviens juste un instant sur cette notion d'efficacité qui est quand même un guide un peu de toutes vos créations. Mais il y a parfois des petits décrochages puisque vous vous amusez parfois, et vous le dites, je vous cite, que vous vous amusez à jouer avec les limites de la lisibilité, comme avec l'alphabet 3, 4, 5 qu'on voit à gauche de l'écran, ou comme ici, lors de la convention du groupe Canal+ en février 99, vous aviez créé tout ce système, voilà, vous aviez refait Canal du sol au plafond, et vous vous étiez amusé à faire des césures au milieu des mots qui étaient des césures plutôt surprenantes. Et alors là, moi, ça me paraissait deux exemples justement où ce principe d'efficacité absolue me paraissait être un peu mis en tout cas en échec. Des images inattendues. Alors là, on va peut-être aborder l'aspect pédagogique et tout ça. Tout à fait. La même chose, les alphabets, il y a une propriété littéraire de l'alphabet, c'est-à-dire le garçon ou la fille qui a dessiné l'alphabet. Alors généralement, je vais faire un petit cours rapide sur ce que je suis vieux con, donc je peux me permettre. Le jeune, il dit la typo. En fait, la typo, ça ne veut rien dire. La typographie, c'est une technique d'impression. Au même titre que la sérigraphie, au même titre que la risographie, que la litho, toutes les techniques d'impression. Et ce qu'on appelle la typographie, c'est une compression de caractères typographiques. Et le caractère typographique, ce sont des dessinateurs de caractères qui font des poinçons qui vont servir à faire des moules. C'est pour ça que le propriétaire des droits d'un alphabet s'appelle un fondeur. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui pratiquent ici dans la salle, mais Monsieur Macintosh, il a tout récupéré, tout adapté. On fait à gauche, on fait à droite. Donc, s'il y en a qui s'intéressent, on va expliquer toutes les bêtises que vous pouvez dire. Et alors, ça m'amuse dans mes cours, justement, de rectifier un petit peu tout ça. Donc, le caractère typographique, quand on l'utilise, on doit rétribuer son auteur et payer des droits. Alors si on fait une petite plaquette ou un tarif pour le garagiste du bout de la rue ou pour le menu de la pizzeria d'à côté, on ne va pas aller acheter des droits. En revanche, dès qu'on touche à des supports de large diffusion, comme le sont les télévisions ou la presse, j'ai appris moi aussi tout ça, c'est si vous utilisez un caractère sans acquitter les droits et sans vous garantir, le lendemain matin, dans la boîte aux lettres, vous avez ce qu'on appelle du papier bleu, c'est-à-dire il y a une lettre d'huissier qui dit « ha 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 ». Et généralement, les gens sont ravis, parce qu'ils gagnent à tous les coups. Quand on pirate une image, quand on pirate aussi une typographie, un caractère dont vous n'êtes pas l'auteur, boum, ça coûte très cher. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai refait l'architecture et toute la direction artistique du groupe L'Équipe il y a 4-5 ans. Il y a un quotidien, il y a une chaîne de télé, des magazines et tout ça. On a pris un alphabet qui s'appelle DIN. On a payé plusieurs millions d'euros pour l'utilisation de ce caractère, pour les exploitations, ne serait-ce que sur le site, parce que le site de L'Équipe, il fait 2,8 milliards de clics par mois.
Hein. Donc ça coûte très très cher. Donc on est obligé de négocier. Alors il y a des gens dont c'est le métier de négocier les trucs, mais ça coûte très très cher. Donc on n'a pas le droit d'utiliser. Donc pour revenir à tout ça, pour utiliser des alphabets, beaucoup de mes alphabets viennent d'alphabets qui sont des alphabets de modèles de peintres en lettres pour les peintres en lettres. C'est-à-dire c'est des alphabets. Ce sont des producteurs, des éditeurs d'alphabets qui disent aux architectes ou aux décorateurs, pour écrire boulangerie, pâtisserie sur le fronton, voilà des modèles de lettres que vous pouvez ou que vous devez copier et recopier. Qui sont libres de droit, du coup ? Libres de droit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de droit à payer. Le seul droit à payer, c'est d'acheter le bouquin, qui sont des bouquins un peu plus chers que des bouquins traditionnels, mais ça coûte pas très cher. C'est simplement pour que ce soit agréable à l'œil et tout ça. Donc ça, pareil, toute cette entre guillemets richesse dans le sens nombre d'alphabets, c'est des récupérations, des détournements d'alphabets libres de droit, de façon à pouvoir les mettre sur le marché. Dans ces alphabets-là aussi, il y en a qui connaissent un petit peu, il y en a un qui s'appelle le Futura, qui est l'alphabet qu'a créé Paul Renner en Allemagne en 1927. Alors ça, c'est vraiment d'origine où il est un peu zazou, un peu tordu. Ça, on ne peut pas l'utiliser, ou alors à chaque fois, il faut payer des droits. J'ai redessiné un Futura pour d'autres raisons. C'est que sur les écrans de télévision, il y a ce qu'on appelle des couloirs de synthé en bas de l'écran qui permettent de mettre des inscriptions à l'intérieur de ces couloirs qui sont en fait des indications qui viennent du décodeur, de la machine qui est en dessous. Alors ça marche pour les sous-titrages de films, ça marche pour les malentendants et ainsi de suite. Et ces couloirs de synthé, pour que le caractère soit assez gros, on est obligé d'écrire en majuscule, en capital. Et le seul alphabet qui se lise en capital, c'est le Futura. Pas l'Helvetica, attention, hein. S'il y en a qui me font de l'Helvetica capital, ils vont avoir affaire à moi. Donc le Futura en capital, mais le problème en 84, c'est qu'il y a des pixels. C'est une espèce de petit machin qui fait des escaliers. Donc j'avais des lettres bien nettes, bien droites, comme le T, le E, le I, ils sont bien nets. Puis dès que j'avais un O, il était tout pourri, avec des escaliers dans tous les sens. Donc il a fallu redessiner cet alphabet tout pourri, avec des escaliers. Mais évidemment, l'inclinaison n'était pas la même que celle initialement prévue par Paul Renner, parce que la télévision n'existait pas, et les pixels non plus. Et donc, vous avez les escaliers 1, 1, 1, 1 qui fait un angle de 45 degrés, 2, 1, 2, 1, 2, 1 qui fait un autre angle, et 3, 1, 3, 1, 3, 1. Donc j'ai redéfini. Et même pour faire ça, pour l'utilisation de ce Futura à partir d'un truc existant, ça a aussi coûté une blinde de millions de francs à l'époque pour pouvoir l'utiliser, mais aussi en avoir l'exclusivité, et ça c'est un truc important, et qu'on a revendu pour amortir les frais à Volkswagen, qui utilise aussi cet alphabet pour sa communication. Cet alphabet Futura, vous précisez dans le livre que c'est votre caractère typographique préféré. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots pourquoi ? Préféré, oui, parce que c'est celui qui a le dessin géométrique. C'est un alphabet géométrique qui est le plus parfait, puisque le rond est un rond parfait. Alors en disant ça, je mens, parce que c'est pas tout à fait un rond parfait, mais c'est un rond qui a une belle assise. Et ce qui est important dans ce qu'on appelle romain, il y en a qui font les métiers de typo et tout ça. Romain ou droit ou italique penché, si on veut. Dans le Futura, le haut est toujours le même, que ce soit italique ou rond. Hélas, on voit beaucoup de gens qui italisent les alphabets, donc il y a le haut qui fait le zazou comme ça en forme d'ellipse. Et alors là, c'est monstrueux. Dans un autre genre, un autre alphabet dont on a discuté, voilà, c'est celui-ci. Est-ce que vous pouvez c'est un alphabet qui est fait au cutter. ONT cutter, c'est ça, qui est un cutter bien précis. J'ai une autre grosse pathologie, c'est que je suis collectionneur. Et donc je collectionne c'est comme les Airbus, c'est A300, A310 et ainsi de suite. Japonais, qui devient une denrée rare, parce que tous les potes qui vont au Japon, je leur demande de me ramener des cutters.
Mais à la douane, ça passe mal quand ils ouvrent les valises. Donc, il y en a un paquet qui sont restés à la douane où il faut aller en soute, etc. Voilà, ça, c'est un alphabet qui est fait au cutter, des lettres aléatoires, vous voyez, des E différents. Et puis voilà, ça tombe un petit peu comme ça. Et encore une fois, ça type un petit peu le caractère. Je l'ai utilisé pour un film qui s'appelait Peur du Noir. Peur du Noir, avec des dessinateurs de bande dessinée. J'ai fait des sites sur le cinéma avec, et puis j'ai fait Noir Désir, un disque Noir Désir. Avec ça. Le double best-of, oui. Voilà. Donc ça, c'est rigolo parce que ça se fait comme ça. Et puis ce qui est important de dire aussi, c'est que je ne sais même pas enregistrer sous. C'est mon premier Mac en 84. J'ai eu mon premier Mac avec un écran marron et jaune. Puis on y glissait des espèces de pizzas dans la fente. Mais j'ai toujours eu des assistants ou des collaborateurs ou des stagiaires qui m'ont dit tiens pousse-toi donc ça je suis un handicapé numérique et puis là à partir d'un certain âge il n'y a plus rien à faire et puis Dieu merci j'ai toujours eu autour de moi beaucoup d'élèves, de collaborateurs qui eux touchaient leurs billes mieux que mes élèves d'ailleurs parce que mes élèves ils sont tous autodidactes aussi, ils font ceux qui savent mais ils savent pas le faire mais au même titre que les génériques, je sais organiser, faire le chef d'orchestre avec mon équipe, mais ils touchent des boutons et des machines qui sont très effrayantes. Quoi. Et d'ailleurs, vous avez apporté, non, il me semble, quelques outils que vous utilisez. Mais c'est pour ceux qui auront fait un achat de livres ou donc qui vont dédicacer, je ferai du. C'est vrai que j'adore mon compas, mes équerres et mes crayons. Ouais. Bon, pour ceux qui veulent voir les outils d'Étienne Robial, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ouais. Dans ce livre, on trouve aussi des reproductions de pages de carnet, les premières esquisses ici de l'alphabet ARP. Donc on peut voir. Je suis président de la fondation ARP. Ça, c'est pareil. C'est le ministère de la Culture qui a dit il faut un mec comme vous et le ministère de l'Intérieur. C'est des statuts un peu particuliers. Alors, c'est vrai que j'aime bien ARP, mais j'arrive à ARP par Sophie Tauber, qui était amie avec Max Bill, le Suisse, MAXBI2L, vous irez voir, c'est magnifique, qui était élève du Bauhaus. Donc tout ça, c'est des ramifications. Puis je me retrouve tous les mercredis matins. J'ai 8 salariés là à faire tourner une fondation qui ouvre 5 jours par semaine, que je vous invite tous à venir revoir. Hans Arp, qui est quand même un grand monsieur de la sculpture. Et cet alphabet, il s'appelle... Si je pas ARP, parce que, vous voyez, il ressemble... ça, c'est mes carnets de croquis. Il y a un côté off sur le plat, toutes ces formes un petit peu arpiennes. Et puis ça, pareil, c'est un alphabet que je m'amuse à dessiner et à partir de ce qu'on appelle un tracé régulateur, c'est-à-dire, vous voyez, ces cumuls de lettres qui permettent, à partir d'une même grille... donc voilà. M6, l'histoire est rigolote parce que M6, c'est, comme son nom, Canal+, c'était la 4e chaîne. Il faut se rappeler que Canal+, au début, ça marchait pas. Ce qui a fait aussi ma fortune parce qu'au lieu d'être payé, ils nous donnaient des actions. On ne peut pas te filer 1000 balles, on va te filer 500 actions. Très bien. Et puis tous ceux qui pouvaient faire ça, ils prenaient des actions. Donc moi, j'ai essayé de vendre mes bouquins et mes auteurs. J'ai dit oui. En revanche, il fallait payer bien sûr tous les techniciens sur les plateaux. Ils n'étaient pas là pour l'amour de l'art et on n'était pas là pour rigoler. C'est l'époque Chabat de Cône, c'était la franche déconnade quand même. Mais on était payé en actions. Donc après, on s'est rattrapé quand les méchants sont arrivés puis qu'ils ont tout revendu. Je vais voir Lescure et il y a Jean Drucker qui est le frère de l'autre. Alors l'autre, j'avais fait un truc horrible. Alors c'est pareil, j'arrivais toujours à un truc qui s'appelait Champs-Élysées. Le budget de Champs-Élysées, c'est le budget de tout M6. Il y avait des danseuses et des danseurs sur les Champs-Élysées. Il y avait des loumas et des caméras sur grue. Il y avait des feux d'artifice. On avait bloqué les Champs-Élysées pour faire le générique Champs-Élysées. J'ai un peu honte. Et le frère donc de l'autre, Jean, monte Métropole Télévision. Ah non, je disais, l'histoire est savoureuse. Canal+, au début, ça ne marchait pas. Et tous les collaborateurs
pas franchement motivés se barrent. Poivre d'Arvor, qui se tire encore des casseroles là en ce moment, ils se barrent tous faire avec Berlusconi la 5. Donc c'est Coluche qui sauve le coup. C'est Coluche qui faisait une émission sur Europe 1 de déconne qui marchait très bien, qui a remonté un peu le canal qui l'a fait démarrer. Donc il me dit Métropole Télévision, et il faisait ça avec un producteur qui a des salles qui s'appelle Karmitz, qui dit on aime bien vos trucs, etc. Je vais voir Lescure, et Lescure me dit prends tout de suite, parce que comme on peut pas se payer en ce moment, tire-leur le maximum. Karmitz, il est bourré de blé. Dans 6 mois, on n'en parle plus. C'est un truc de clip. Ça s'appelait La Petite Chaîne qui monte. Et M6 existe toujours, et c'est toujours le même logo. Et son nouveau président, alors le Jean, il est mort, mais Taverneau, le président, m'a dit jamais je toucherai au logo. Et après, j'ai fait la 7, après j'ai fait Arte, qui était la 7e chaîne. Et maintenant, il y en a des milliers. Là, c'est pareil. L'équipe, ça, c'est... C'est par famille de lettres, hein, c'est ça les tracés, oui, là. je sais pas comment t'as mis là, oui. L'équipe, au départ, c'était de la lettre peinte, justement, de peintre en lettres. Et ils écrivaient l'équipe soit à la verticale, soit à l'horizontale. C'est l'époque où le Parc des Princes s'appelait le Vélodrome. L'hippodrome, pardon, je confonds avec les autres. Où il y avait des mecs qui mettaient les scores à chaque fois dans des grands tableaux avec 2 trous, avec le chiffre des nombres de buts. Et le mec qui faisait ça, c'était un peintre en lettres. Et les peintres en lettres, ils ont toujours un bout de papier dans leur poche. Donc un bout de papier, c'est toujours d'équerre. Donc ça, on est en plein dans mes curiosités, les trucs qui me font bander un petit peu. Vous pliez un papier sur l'angle, ça vous fait un angle de 45 degrés. Vous le repliez encore un coup, ça fait 22 degrés 5. Je me suis interrogé, mais pourquoi 22,5 ? Pourquoi 22,5 ? Et puis c'est un peintre en lettres qui m'a expliqué que plutôt que de s'emmerder avec des rapporteurs, des équerres, hop, avec un bout de papier. Et ça, c'est l'angle des lettres du logo, l'équipe, que vous connaissez, que j'ai refait un alphabet. Donc ça, j'adore ça. Voilà. Et au même titre que le dernier pour le Théâtre Marigny, là, il y a des superpositions de lettres là qui vous intéressent. Ça, beaucoup. c'est typique de ce que j'aime bien faire. Ça, c'est ce qu'on appelle la signalétique pour mettre dans les couloirs, pour indiquer les toilettes, hommes, femmes, je sais pas quoi. Donc, si vous l'écrivez, vous l'écrivez comme ça. En revanche, moi, ma coquetterie visuelle, c'est de mettre une capitale au milieu du mot. Et là, quand on a plein de mots, de mettre cette capitale toujours au même endroit. Et donc, le mot glisse autour et de façon complètement arbitraire. Et ça, c'est un truc qui, en même temps, qui est soufflé par Lescure, qui me dit... faut créer la surprise là où on ne l'attend pas. C'est les grands fondamentaux de l'esprit canal. Hein. On ne s'attend pas à ça, hop, il faut le faire comme ça. Donc ça, c'est typique de ce jeu. Donc ça, c'est de la lettre redessinée à partir d'un caractère très connu qui s'appelle banque gothique, mais que je me suis réadapté, où il y a des E bas de casse et des E capitales. Il y a aussi les histoires des accents sur les capitales, mais enfin là, on ne sera pas couché. J'ai fait très attention dans tous mes messages de ne pas accentuer les capitales, chose que je fais sinon, je le confesse. Et pour peut-être terminer cette partie de discussion, je sais pas, on n'en a pas reparlé, Étienne, mais le logo Ombre Blanche, il ne me semble pas que ce soit vous qui l'ayez fait, même si vous avez fait beaucoup de choses. Je vous avais entendu à la radio faire un petit peu l'analyse du logo de Radio France Internationale, et je me demandais si, pour conclure notre discussion, vous pouviez nous dire 2-3 mots sur le logo Ombre Blanche, en fonction de votre inspiration. Je ne dirai rien. Il y a quand même des règles de l'hospitalité qu'il faut... Non, ce qui est dommage, parce qu'avec un titre comme ça, c'est vrai qu'il y a... Il y a un petit vin blanc qui nous attend au frais. Il y a des choses à faire. Parce que là, en revanche, le titre, quand on travaille sur les marques, ça, c'est une très belle marque, qui est en plus une référence. Mais c'est vrai qu'il y a de quoi jouer là-dessus. Mais dans le train du retour, je m'amuserai à crayonner, puis j'enverrai à Mathilde pour... Alors il y aurait encore évidemment des dizaines de choses à dire et à demander, mais je vais arrêter d'accaparer un petit peu mon micro et je vais vous passer la parole. Si j'ai l'envie vous prendre, poser quelques questions à notre invité sur toutes les choses qui ont été dites ou celles qui n'ont pas été dites justement.
préface ou dans le début. En gros, c'était quelque chose où voilà, vous étiez tellement sûr de ce que vous faisiez, ce que vous faites toujours, que vous présentiez ça, et puis voilà, si c'était pas accepté, on s'en foutait, et puis on... Bah bon. oui. Mais... Alors... Non, ce qu'il faut, et ça c'est ce que j'apprends à mes élèves, et puis c'est à tout le monde, c'est une règle d'or, il faut jamais faire 2 propositions, hein. Jamais, jamais, jamais. Si vous faites 2 propositions, déjà, vous divisez par 2 ce que vous souhaitiez demander. Parce que le plus dur, c'est pas de faire, c'est de choisir et de vendre. Donc c'est pour ça qu'il n'y a qu'une seule solution à un problème, il n'y en a jamais 2. Ça c'est une petite phrase, mais faut partir là-dessus. Et s'il y en avait 2, c'est que vous n'êtes pas bon et vous n'avez pas su répondre à la question. Mes élèves de diplôme et tout ça, je leur explique d'abord la valorisation de leur travail, c'est-à-dire qu'il faut le valoriser. Donc il faut avoir des certitudes, des convictions et des certitudes. C'est ça, c'est mon principal rôle avec mes élèves. Leur apprendre à être de mauvaise foi. C'est un truc qui est difficile, mais ça, c'est nécessaire. Quand vous allez chez le toubib, vous êtes malade, vous allez chez le toubib, il vous fait pas 2 propositions. Il vous dit 3 suppos avant de vous coucher ou 3 gouttes dans l'œil et puis ça ira beaucoup mieux. Et ça va d'ailleurs tout de suite beaucoup mieux. S'il vous dit alors 3 suppos ou 3 gouttes... d'abord, vous ne reviendrez pas le voir. Et puis, non, faut avoir des convictions, des certitudes. Comme dans plein de choses dans la vie, je t'aime ou je t'aime pas, ou je t'aime un peu, on l'aime à la folie, puis voilà, puis c'est tout. Non, faut avoir des certitudes, des convictions. Dans le même ordre d'idée, plus on est cher, plus on est respecté. Moi, on est dévalorisé. J'ai bossé des fois à l'œil, c'est les pires des dossiers. Le papier à lettres qu'on fait pour le beau-frère, c'est une histoire vraie, il est entrepreneur, BTP, puis si tu peux mettre ma grue rouge, ça m'a coûté une blinde sur le papier à lettres, donc on envoie chier, puis il y a la sœur qui dit « Oh bah fais-lui », il fait le papier à lettres avec sa grue. Vous n'entendez plus parler. 1 an après, vous voyez le... Et tu l'as fait le... Ah bah oui, j'ai fait le papier. Mais je t'avais fait un truc rouge, là il est bleu. Ah bah oui, parce que Maude, c'est ma sœur, elle aimait pas le bleu. Vous voyez, gratoche. Et ça, c'est pareil. En revanche, et ça je l'ai fait, je l'expérimente souvent, je dis, ah bah avec Pinault, j'ai une belle histoire avec l'Escure, le Théâtre Marigny. Il y a une époque, je demandais 58 000. Ça veut rien dire. 58 000, mais c'était le tarif que j'avais fait à Bercy. J'ai dit 58 000. L'Escure me dit là j'ai pas le budget. Oh, j'ai dit ton crédit est solide, ça peut faire la moitié, pas de problème. Même chose, tout le monde a le droit d'avoir une belle image et un beau logo. En revanche, on ne passe pas le même temps pour faire le logo, la marque d'une multinationale, que pour la boulangerie du bout de la rue. Mais la boulangerie, ils ont juste besoin d'écrire boulangerie et puis leur faire un beau papier d'emballage. Donc, ok, 29 000. Et Pinault, qui est place François 1er, il a des Albers au mur, tient absolument à nous recevoir. Il y a sa directrice de cabinet qui est là, elle pète une roteuse. On va voir le coup. Je dis, mais ça y a plus, le truc que j'ai fait là pour le Théâtre Marigny. Elle dit, ne le mettez pas dans l'embarras, il ne l'a pas vu. Mais je dis, mais alors qu'est-ce qu'on fout là ? Il disait, mais il tenait absolument à vous remercier pour le geste commercial. Donc tout est dit. Bonjour, j'aurais une question. Est-ce que vous aurez des conseils pour les jeunes graphistes qui débutent aujourd'hui ? Vous êtes une jeune graphiste qui débute aujourd'hui ? Vous débutez ou vous êtes étudiante encore ? Je suis étudiante, mais je vais bientôt m'immiscer dans le monde du travail, c'est pour ça. Vaste programme. Si j'ai des conseils à vous donner, c'est de faire ce que vous avez envie de faire, et c'est ça le principal. Alors évidemment, il faut gagner sa vie, c'est une autre paire de manches. Moi, ce que je dis toujours à mes étudiants, c'est commencer par faire ce qui vous plaît. Malgré tout, il faut alimenter pour que la carte bleue puisse s'assurer pour remplir le caddie. Mais mélangez jamais vos boulots pour bouffer, et faites même les pires des boulots pour gagner de la thune. Mais ne cherchez pas de compromis entre ce qui est votre passion. Enfin, moi, c'est ma passion, mon boulot,
Et je mélange pas du tout les trucs. Et ça, faut jamais mélanger les trucs. Et puis faites la pute pour gagner des sous, mais ne cherchez pas à faire des belles choses en faisant la pute. Ce qui est aussi difficile à faire, hein. Mais il faut jamais mélanger. Et en revanche, privilégiez toujours votre curiosité et de vous amuser. C'est un jeu, de vous amuser à trouver justement toutes les ficelles pour pouvoir, grâce à ce qu'on a appris, hein, le cercle chromatique, les complémentaires, et tout fonctionne qu'avec ça. La marchande de 4 saisons, elle sait pas pourquoi elle a des toiles cirées vertes, mais ça ne sert qu'à faire rougir ses fruits, hein, de façon à ce que ses oranges et ses pommes soient beaucoup plus chaudes. En revanche, si elle passe un bout de toile cirée à sa voisine poissonnière, le turbo, il va avoir une sale gueule sur la touche verte. Et tout ça, c'est pour mieux voir, mieux vendre. Tout ça, c'est des histoires de perception. Et notre métier a une richesse au niveau de tous ces ingrédients, de tous ces fondamentaux, et de jouer avec, c'est un vrai délice. Ou de s'habiller. Je vois qu'une dame a des rayures, là dans le bon sens, parce qu'elle n'est pas débordante comme je le suis moi, mais je vois des jeunes filles qui veulent faire un peu Jean-Paul Gaultier, alors que c'est pas forcément à conseiller. Ça, c'est pas un truc de statut social, hein. C'est simplement parce que la verticale sur une forme assez arrondie va rendre l'arrondi un peu moins percutant. Et c'est que ça, hein. C'est que des jeux. Notre job, hein, c'est ça, c'est de trouver quelle est la meilleure. Si on a un gros cul, on met pas un pantalon blanc, on met un pantalon noir. Si on est anorexique, on peut mettre un pantalon blanc. Mais vous voyez, c'est ces choses-là. Et on le voit même dans même mes étudiants. Surtout, je leur dis, regardez votre garde-robe, même instinctivement, vous allez aller vers un certain type de vêtements pour vous habiller, non pas parce que c'est la mode ou c'est tendance ou quoi que ce soit, c'est tout simplement parce que vous avez trouvé dans des gammes de couleurs, des gammes de valeurs, celui qui vous convient le mieux quand vous vous regardez dans la glace. Même chose pour le maquillage et tout ça. Et on voit la différence entre les autodidactes qui s'habillent comme dans les magazines féminins. Une fois sur deux, c'est pas très heureux. Ils ont d'autres satisfactions, hein, parce que le sac à main, machin, etc. Mais nous, dans notre job, puisqu'on fait le même job tous les deux, ce qu'il faut, c'est jouer avec nos fondamentaux, nos règles physiologiques, nos effets d'optique et tout ça. Voilà. Bonne vie. Merci de votre attention. Si vous voulez prolonger le plaisir de cette discussion, je vous invite vraiment à acheter ce magnifique livre Alphabet plus tracé plus logotype, notamment parce qu'il y a la planche 14 de la véritable histoire du soldat inconnu, donc celle qui est restée coincée à la douane. Elle est reproduite dans l'ouvrage, je vous laisserai la trouver. Merci beaucoup pour votre attention, merci beaucoup Étienne Robial, et merci à Librairie Ombre Blanche. Vous venez d'écouter à l'instant Étienne Robial à la librairie Ombre Blanche, jeudi 28 avril 2022, autour de la parution de l'ouvrage Alphabet, traces et logotypes aux éditions Magnani. Rencontre réalisée et mise en onde par Radio Radio.